Vous écoutez À Fleur de Nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Je suis Charlotte Urbain et ensemble nous allons explorer les secrets de notre nez. Quand le parfumeur interprète la nature, l'aromaticien, lui, la restitue sous sa plus proche exactitude. Pour l'un, il est question de nez, tandis que pour le deuxième, c'est notre palais qui est au cœur des sensations. Du moins, c'est bien souvent ce que nous imaginons. Pourtant, le goût et l'odeur ne forment qu'un dans notre système olfactif, puisque nous sentons ce que nous mangeons par rétro-olfaction. Diplômé de l'ISIPCA et après une carrière de 28 ans en tant qu'aromaticien, Arnaud Bousquet travaille depuis quelque temps au sein de la division parfumerie chez Givaudan. Il crée des accords étonnants et détonnants qui bousculent la création olfactive. Alors il nous parle ici de son métier d'avant, aromaticien, et de son nouveau rôle expérimental chez les parfumeurs. Et pour écouter ce 7e podcast à fleur de nez, je vous suggère de vous munir d'un chamallow, d'un litchi et de quelques olives. Bonjour Arnaud Bousquet. Bonjour Charlotte. Arnaud, on s'était rencontrés il y a quelques années parce que vous étiez au tout début d'un projet assez étonnant dont vous allez nous parler plus tard, mais je vous ai convié parce que officiellement votre métier c'est aromaticien et aromaticien ça a un rapport avec parfumeur. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment on devient aromaticien et pourquoi vous avez eu envie de devenir aromaticien? Alors aromaticien, effectivement c'est très proche de la parfumerie. On va dire pour les néophytes, c'est un petit peu le parfumeur de l'alimentaire. Donc on suit souvent les mêmes études. Donc comme beaucoup de parfumeurs et d'aromaticiens, j'ai étudié à l'ISIPCA, mais en option arôme alimentaire, donc ISIPCA, Institut supérieur international de la parfumerie et de la cosmétique. À quel moment on différencie justement les parcours entre parfumeur et aromaticien? En fait, dès le début, quand on s'inscrit à l'ISIPCA, on travaille soit en parfumerie, enfin on étudie soit en parfumerie, soit en cosmétique, soit en arôme alimentaire. Donc j'ai étudié à l'ISIPCA, j'ai été à peu près 30 ans aromaticien dans différentes compagnies, j'ai travaillé dans différents pays sur différentes applications, principalement sucrées, donc produits laitiers, confiserie, biscuiterie, et majoritairement en boisson. Donc tout ce qui est thé aromatisé, café aromatisé, sirop, soda. Le monde des boissons est très vaste en fait sur l'aromatique. Donc ça m'a permis de pouvoir nourrir cet esprit cartésien et en même temps ce côté créatif. Le but final, bien sûr, est toujours connu, c'est-à-dire ça va être une fraise, ça va être un citron, ça va être une pêche, mais ça laisse quand même une place, on va dire 10-20% à la créativité. Ça correspondait bien à mon état d'esprit, à ma façon d'être. Donc un esprit plutôt cartésien avec une petite dose de créativité. Une petite pointe de créativité, Voilà. c'est le condiment supplémentaire pour... Voilà, pour donner un intérêt, quoi, parce un- que bon, c'est un peu routinier à force. c'est Donc scientifique, c'est voilà, cher. le métier était intéressant, mais après 30 ans, j'aspirais à quelque chose de nouveau. Et justement, dans ma société, donc Givaudan, il y a eu une initiative qu'ils ont appelée Delight. En fait, on nous a demandé de travailler en collaboration, aromaticiens et parfumeurs, sur des notes hyper réalistes, des notes figuratives, ce que les parfumeurs ont moins l'habitude de faire. Parce qu'en fait, un parfumeur travaille plus dans l'interprétation, dans l'abstrait, alors que le métier d'aromaticien est vraiment de copier au plus près, d'être au plus près de la nature, donc dans les moindres détails. Donc même, par exemple, dans une fraise, si vous avez une note qui n'est pas très agréable, on va quand même la mettre parce que justement, à la fin, la globalité de l'arôme va être plus réaliste que si on ne mettait pas cette note. Et le but final, en fait, pourquoi faire ces bases? Parce que bon, c'est bien joli, mais est-ce que ça sert au final à quelque chose? Et le but, c'est de créer des émotions, en fait, dans un parfum. Le but final du parfum, c'est de créer des émotions positives, le plus souvent, chez le consommateur, en fait. Et donc, d'avoir ces notes réalistes dans un parfum, justement, amène ces émotions.
Et donc, on a travaillé avec une sémiologue, donc une spécialiste, une experte en langage non verbal, qui a pu justement démontrer, grâce à son décodage, toutes les émotions que ces notes, alors senties seules ou même dans un parfum, pouvaient amener chez le consommateur. Alors, quand vous parlez de ces notes-là, c'est les notes, justement, les notes aromatiques que vous avez l'habitude d'utiliser tous les jours et que les parfumeurs, par contre, n'utilisaient pas. Alors, c'est justement c'est ces bases qu'on a travaillées en collaboration. Donc c'est pas tout à fait des arômes et c'est pas tout à fait des parfums. C'est pas tout à fait des arômes parce que il faut, d'un point de vue, profil, il faut un peu, dévier le profil. C'est-à-dire qu'un arôme, on travaille beaucoup en note de tête. Alors en parfumerie, c'est plus la note de cœur. Bien sûr, la note de tête est importante, mais là où va se développer la note principale, ça va plus être en cœur. Vous dites note de tête parce que l'arôme, c'est vous mangez ou vous buvez une gorgée de la boisson et le plaisir doit être là instantanément. Exactement, exactement. Donc c'est un peu une accroche en fait, hein. Et puis les adapter à la législation de la parfumerie, puisque le but final, c'est d'être utilisé en parfumerie. Donc la législation arôme et parfumerie est un peu différente. On a la chance de pouvoir passer facilement des arômes à la parfumerie. L'inverse serait beaucoup plus délicat, parce qu'en parfumerie, il y a plus de matières premières captives, de matières premières artificielles, alors Qu'est-ce que que vous appelez une matière première captive? alors, les grands groupes de parfumerie essayent d'avoir un copyright, en fait, sur leurs parfums, et pour avoir ce copyright, ils vont créer des nouvelles molécules, avec un but d'avoir une meilleure stabilité, d'avoir, des molécules biodégradables, d'avoir des molécules carbone renouvelables. C'est ce qu'on demande de plus en plus maintenant, mais aussi des synthèses dont ils ont comment dire? La pattern, Voilà, c'est ça. le copyright, en Voilà, fait. exactement. Et donc, ben, les grands groupes ont des matières premières qu'ils n'utilisent qu'eux-mêmes. Et en aromatique, on n'a pas de molécules captives parce qu'en fait, on utilise ce qu'il y a dans la nature, et c'est ce qu'on appelle des molécules nature identiques, c'est-à-dire identiques, à la molécule dans la nature, mais fabriquées synthétiquement. Mmh. Et on utilise très peu de matières premières artificielles, très, très peu. Et donc c'est pour ça que le passage d'arôme à parfum est plus facile que le passage de parfum, à arôme. J'ai déjà eu à travailler des parfums en arôme, c'est-à-dire recréer des notes de parfumerie qui ont été utilisées par la suite dans des produits alimentaires. Donc, j'ai fait par exemple des notes ambrées, type, Chalimard par exemple, qui ont été utilisées par des pâtissiers pour faire des, galettes des rois, avec une note ambrée par exemple. Et ça donne quoi? Ah, c'est assez déstabilisant, mais ça se marie très, très bien, par exemple, avec la frangipane, en Mmh. fait. Donc ces notes ambrées qui sont quand même un peu alimentaires, parce qu'il y a des notes, vanillées, des notes un peu de benjoin, des notes de baume, et ça, c'est des notes qu'on retrouve en aromatique. Donc il y a quand même des liens. Après, sans trop dévoiler, par exemple, il y a du patchouli dans les notes ambrées, et ça, en aromatique, c'est autorisé, mais c'est pas possible. Ça prend le pas sur tout le reste, hein. Donc il faut soit l'éliminer, soit l'abaisser. C'est C'est pour ça que indomptable, en fait, parce que le patchouli, oui, on le sait, c'est une essence qui est très forte, même en parfumerie. Les parfumeurs l'utilisent avec parcimonie, même s'ils l'aiment bien. Olivier Pêcheux, votre oui, collègue, en est un grand spécialiste, mais ça reste une importante note de fond, oui, justement, oui, qu'on oui. retrouve dans beaucoup de parfums. Bah, Vous, justement, vous en arôme, ça reprend, ça va effacer toutes les autres notes. exactement, oui, la facette moisie un peu qu'on retrouve dans le patchouli. C'est pas très, oui, C'est pas très je gustatif. suis pas très poétique dans mes descriptions, mais voilà, cette Une petite facette facette ressort. cave. Voilà, cette facette ressort beaucoup, en olfaction rétronasale, en fait. C'est la grande différence. Voilà, le parfum est en olfaction Olfaction directe, directe. l'arôme est en olfaction rétronasale, c'est-à-dire qu'on l'a en bouche. Et en fait, le fait d'avoir, le produit en bouche va concentrer les molécules volatiles, les molécules aromatiques. Le fait aussi d'être à 37 degrés en bouche, ben, les molécules volatiles vont être beaucoup plus volatiles. Ensuite, le fait d'être dans un lieu clos, humide, la bouche, ben, va aider à l'olfaction. Donc tout ça fait qu'une olfaction, en fait, on ressent en moyenne 10 fois plus en olfaction rétronasale qu'en olfaction directe. Par exemple, une eau aromatisée, si vous la sentez, peut-être que vous n'allez rien sentir olfactivement. Et si vous la mettez en bouche, et là, vous allez découvrir des notes aromatiques.
passer de parfumeur à aromaticien, c'est aussi compliqué d'un point de vue, légal. Les matières premières que vous utilisez en parfumerie, on a du mal à imaginer qu'on puisse les ingérer, Alors et les avaler? le plus souvent, oui. Le plus Ouais. souvent, oui, il faut adapter. Il Mmh. faut adapter. Et puis le but final, c'est une création, c'est une odeur, inconnue et en alimentaire, on n'a pas l'habitude, on recrée des notes connues. Même si aromatiquement la fraise, en Europe ou même en France avec d'autres pays européens, mais même aux États-Unis, elle va être un peu différente. Une fraise est une fraise mondialement. Donc en fait, ça va direct, au cerveau en fait, hein. C'est ce qu'on appelle la prégnance neuronale. Quand on sent une pomme ou quand on sent une base Delight, hyper réaliste, en fait, le chemin neuronal, le chemin que va utiliser le stimuli dans le cerveau va être le même et donc va créer la même émotion que quand on sent une pomme. Sauf qu'on n'a pas la pomme sous le nez. Mais on va avoir une impression de croquant, une impression de vert, une impression de juteux. Toutes ces notes sont importantes pour avoir justement cette prégnance neuronale dans le cerveau et créer l'émotion. C'est ce qui va créer l'émotion en fait. J'aime bien comparer le métier de parfumeur, enfin les métiers de parfumeur. Je dis les métiers parce que voilà, moi je suis pas parfumeur, mais je suis plus aromaticien non plus. Je suis entre les deux. Vous êtes entre les 2. Un parfumaticien, j'aime bien dire. Parfumaticien, ça veut dire quoi concrètement, en fait? Vous faites Alors, quoi la journée? en fait, voilà, depuis 3 ans, j'ai déménagé de mon bâtiment d'aromaticien au bâtiment de parfumeur, pour schématiser. Et en fait, là, c'est un peu comme si j'étais dans un épisode d'Astérix. Je suis un aromaticien chez les parfumeurs, en fait. Et donc, là, vraiment, écouter les besoins des parfumeurs, leur donner des conseils, leur créer des petits accords, on va dire, quelques notes ensemble, et dans le but final aussi de créer des bases delight. Alors là, ça me prend un peu plus de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à vérifier. Il faut vérifier la stabilité, la rémanence, la législation, bien sûr, et puis il faut vérifier l'impact de la base dans le parfum. Dans certains parfums, ça va pas être harmonieux, donc il faut essayer de comprendre pourquoi. Et ça c'est assez complexe parce que je crois me souvenir aussi que vous m'aviez dit, les aromaticiens, vous utilisez énormément de matières premières. Enfin, vous avez des concentrations très élevées par rapport aux parfumeurs. Voilà. Si on devait comparer, on a à peu près 3000 matières premières utilisées dans la palette de l'aromaticien et il y en a la moitié en parfumerie. Après, c'est vrai que par exemple en orange, on a une centaine d'oranges en arôme et en parfumerie, ils en ont une dizaine ou une quinzaine. Donc voilà, c'est parce qu'on Vous a êtes beaucoup plus riche qu'un parfumeur, en Ouais. fait. Oui. Ah, ils ont des matières premières qui sont très chères aussi. Oui. Mais oui, oui, c'est vrai qu'après, c'est par spécialité. Voilà, je vous disais tout à l'heure que j'étais spécialisé en boissons. J'ai des collègues qui travaillent en snack ou des collègues qui travaillent dans le surimi, des collègues qui travaillent sur les soupes ou sur les viandes. Bien sûr, je ne vais pas utiliser leurs matières premières. Je ne vais pas utiliser de l'ail, de l'oignon. C'est pour ça qu'on a énormément de matières premières parce qu'il faut englober tout le spectre aromatique de l'alimentation. Comment est-ce ils vous ont accueillis, les parfumeurs? Alors, il y a tout type de parfumeurs. Il y a Mmh. des parfumeurs plus à l'ancienne qui aiment bien contrôler leur formule, ce que je comprends très bien. Et il y a des parfumeurs qui sont demandeurs d'innovation, qui sont demandeurs de nouveautés, qui aiment bien travailler en équipe. C'est un peu, vous savez, chez Givaudan, on est, si je dis pas de bêtises, on est à peu près 130, 150 parfumeurs. Mmh. Il y a tout type de parfumeurs suivant le comportement, enfin Mmh. pas le comportement, la personnalité de C'était chacun, de quoi. chacun, bien sûr. Voilà. Oui, vous Mais avez bon, ils sont demandeurs, ils sont ouais, demandeurs. La ouais. majorité, ils sont demandeurs et voilà. Ils veulent bien, accroître leur palette olfactive, justement. Exactement, voilà. Là, Ah alors oui, vous m'avez apporté, je crois, quelques flacons à sentir. voilà, j'ai apporté alors bien sûr que d'un point de vue olfactif, pour les auditeurs, c'est un peu frustrant, mais on va peut-être sentir ensemble. Je vais vous regarder, voir un peu vos Donc non seulement émotions. ils n'ont pas l'odeur, mais ils n'ont pas non plus la vision. C'est Je vais terrible. peut-être décrire aussi ce que je vois et puis on va décrire peut-être ensemble et puis je vais vous expliquer ce que j'ai fait justement et quel est le but Le but, de ces bases. très Donc on va bien. peut-être commencer par le Bah, me di marshmallow. ah oui, allez-y. On est vraiment dans le côté très vanille, hein. Ouais.
J'imagine tout de suite quelque chose de rose, de rond, de duveteux. Enfin, Exactement, il y a tout de voilà. suite cette image qui me Voilà. vient à Il y a l'esprit. le côté duveteux un petit peu du sucre glace qu'on a, en surface, mais le côté confortable, le côté mou de la guimauve, Tout à fait. et on a une petite note fleur d'oranger également, qui apporte ce côté frais et ça, en fait, c'est assez facile à utiliser dans un parfum, surtout avec des muscs qui ont un peu le même but d'englober, en fait, le parfum, de lui donner un côté confortable et de lier un petit peu les notes olfactives dans un parfum. C'est ultra addictif, non, comme odeur? En fait, ça, je l'ai présenté aux parfumeurs, ils ont tous voulu l'utiliser tout de suite. Moi, quand je vois ça, c'est que j'ai fait mon travail. C'est un parfum en soi pratiquement, il évolue. C'est une base avec des notes de tête, des notes de cœur, Voilà, des notes de exactement. fond. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que la fleur d'oranger, je la sentais pas particulièrement au début, je sentais le côté plutôt sucré. Ouais, ouais, ouais. Heu, Bah, un petit peu comme quand on mange un chamallow, quoi, en fait. On a le côté sucré, mmh, un petit peu sur les lèvres, le sucre glace sur les lèvres, et quand on croque dedans, il y a la fleur d'oranger qui apparaît, le côté, il y a un petit moelleux. côté caramel. Voilà. En fait, quand je crée une base, surtout sur des notes un petit peu, complexes, hein, ou des produits, transformés comme le chamallow, par exemple, je regarde les ingrédients. Il y a de la vanille, il y a de la fleur d'oranger, mais il y a aussi du sucre qui va être un peu chauffé, donc qui va commencer à caraméliser, et puis, il y a du blanc d'œuf, et donc avec parcimonie, il y a quelques notes un petit peu, viandées, on va dire, qui vont rappeler cette note, blanc d'œuf. Blanc d'œuf. Ah Voilà, oui. mais vraiment en touche, Mmh, et c'est ce qui fait justement la différence entre un aromaticien et un tout à fait. parfumeur. Cette note viandée, le parfumeur n'aura peut-être pas l'idée de la mettre, alors que l'aromaticien sait qu'il faut la mettre pour arriver à cette note hyper réaliste. Je compare souvent donc la parfumerie avec la peinture, et j'aime bien, m'imaginer comme un coloriste pour les parfumeurs. C'est-à-dire être là, le parfumeur a l'idée d'une couleur, va me demander de la créer et va l'utiliser après dans son parfum ou dans son tableau. Un peu comme, Yves Klein a eu l'idée du bleu Klein, il a demandé à son coloriste de lui faire, bah, de garder l'intensité et la fluorescence ou la phosphorescence, je ne sais pas Mmh. quel est le bon mot, du bleu, et d'avoir un liant qui permet de garder cette intensité, qu'on peut avoir dans le pigment brut. Allez, faites-moi sentir votre deuxième Alors on va sentir base le delight, litchi. le litchi. Alors pourquoi faire un litchi? Alors là, le litchi, l'intérêt, c'était vraiment quand on sent bien la note rosée, la note fruitée un peu, C'est ultra juteux, c'est salivant. Enfin moi voilà. j'ai salivé, Voilà, c'était le but, c'est d'avoir une note rosée, mais un petit peu différente, très fruitée, très juteuse, et justement pour arriver à cette note-là. Alors, je vais pas vous donner mon truc, mais il y a une note très particulière en tête, hein, une note soufrée qui va donner ce côté très addictif, très juteux à la base. Et D'accord. ça, utilisé, en facette ou en note, principale dans un parfum, bah, on arrive à avoir cette note, très juteuse grâce à ces matières premières très puissantes, très intenses, qui sont utilisées en arôme et pas du tout en En parfumerie, parfumerie. mais qui sont autorisées en parfumerie. Donc je On les ai. imagine que si on peut les manger, on peut se les mettre, en pulvérisation sur Oui, la peau, oui, 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 mais bon, non? la législation est plus complexe que ça. Mais Ah c'est oui. vrai que c'est souvent des matières premières très puissantes qui amènent justement ce côté hyper réaliste, et ça, ben, les aromaticiens, on a vraiment l'habitude de travailler là-dessus, et c'est ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais arôme, on Mmh. va dire, et donc de le transposer en Mmh. parfumerie aide à vraiment avoir des émotions. Je vous ai pas décrit pendant, mais par exemple, quand vous avez senti le chamallow, vous vous êtes, adossé, Adossée, moi aussi je me adossé, suis laissée aller. voilà, et donc un côté confortable, un Mmh. côté, vous avez regardé vers le bas, voi Regarder vers le bas, c'est, voilà, alors signe de ah je d'accord. connais pas malheureusement tous les codes. Je peux pas, traduire tous ces codes-là, mais ça indique, voilà, peut-être, un souvenir, voilà, un souvenir agréable dans le passé.
Voilà, des choses. On le sait, le sucre a un rapport avec l'enfance et c'est régressif, Voilà. justement. C'est pour ça Ouais. qu'il y a énormément de parfums depuis plusieurs années qui sont à la mode, qui Voilà, utilisent beaucoup les notes la gourmandes. famille des notes gourmandes, voilà, c'est il y a à peu près 30 ans, on a commencé avec Mm. ces notes gourmandes, même si bon, il y avait les notes vanillées ou Mm. ambrées qui étaient un peu, enfin, pas ambrées, mais vanillées qui étaient vraiment gourmandes. Mais voilà, c'est avec Angel, on a commencé voilà, des notes très, très caramel, très. Mais on essaye aussi de garder cette notion de gourmand sans avoir le côté un peu collant du caramel. Parce qu'on arrive à des doses tellement énormes de ces matières premières qui donnent cette note caramel qu'on arrive à avoir même des concentrés qui sont plus solubles à force. Et donc, comment avoir encore des nouvelles notes gourmandes sans ce côté vraiment collant. Et c'est justement en essayant d'avoir en allant plus vers, j'allais dire, puisque c'est régressif, le côté sucré, plus des notes un peu plus... où il y a eu un apprentissage, par exemple des notes café, des notes chocolat, des notes voilà, gourmandes, mais Qui ont une pas... référence aussi par rapport à notre bagage culturel Voilà, et social. exactement. Voilà, voilà. Et puis la progression gustative qu'on peut avoir aussi dans notre vie. Mm. Voilà, comme vous disiez, une note sucrée, gourmande, très sucrée quand on est jeune. Et puis plus on grandit, on cherche toujours cette gourmandise, mais on va plus sur l'amertume, on va plus voilà, des chocolats ou des cafés. Des notes alcoolisées, on pourrait On peut, imaginer. oui, 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 bien sûr. Bah là, actuellement, par exemple, je travaille sur des notes d'alcool. Donc, j'ai fait un rhum. Là, je vais commencer un whisky, un gin, voilà des notes. Et ça, on retrouve beaucoup en parfumerie masculine. On va pouvoir s'enivrer sans avoir mal à Exactement. la tête le Voilà. lendemain. Alors faites-moi sentir Bah, en note gourmande un peu régressive. Là, le but était vraiment d'avoir une impression de biscuit croquant en Mhm. bouche, même les grains de sucre qu'on peut avoir. Impressionnant. C'est impressionnant parce que vous êtes vraiment dans le spéculoos. Là, j'aurais les yeux fermés, on m'aurait mis un spéculoos sous le nez. C'était exactement la même odeur. Voilà, le côté croquant et Ouais. craquant et en même temps, ben, bien sûr, le côté épicé, mais les notes un peu transformées. Alors, ça s'appelle des réactions de Maillard. Quand on met pour schématiser, quand on met des protéines avec des sucres et qu'on chauffe, on crée des nouvelles molécules qui ont ces notes gourmandes, justement, des notes un peu soufrées, un peu viandées, un peu biscuitées. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Là, on est vraiment dans le goûter. Donc là, Cannelle. c'est même un peu plus complexe qu'un spéculoos parce qu'il y a beaucoup plus d'épices. J'ai On sent. voulu. Il y a cumin, Il y a de l'anis, il y anis. a voilà, la cardamome, noix de muscade. Bon, la matière première principale, l'épice principale, c'est C'est la cannelle. cannelle. Mm. Mais voilà, il y a feuilles de cannelier, il n'y a pas que la cannelle. Voilà, Mais dans les spéculoos, vous avez, il n'y a que non? de la Ah, il y a cannelle. que de la Il y a que cannelle. de la cannelle. D'accord. Mais bon, là, je me suis laissé Parce aller. que dans le pain d'épices, C'est plus pain d'épices. Voilà. voilà, C'est c'est entre ça. le pain d'épices et le spéculoos. Le but, c'était vraiment ce côté craquant et croquant qu'on peut avoir quand on croque un spéculoos, le sucre, voilà, qui n'est pas encore caramélisé, et puis le biscuit qui est croquant. Et pour finir, on n'a pas que des notes Gourmande gourmandes, on a et aussi des notes végétales. Une note végétale animale, une note animale végane. Et on a pensé à l'olive noire. d'accord. Donc en fait, cette base va être utilisée comme une note animale en parfumerie, c'est-à-dire comme un castoreum, comme une civette. On a une odeur verte, grasse, mais en même temps très phénolique, très animale. C'est le début de l'apéro. Voilà. Donc un peu tapenade, un peu... là, elle est même 10 fois moins concentrée que les autres bases, mais il faudra encore la diluer encore, parce que ça donne une puissance impressionnante. Il y a un côté très gras, très Voilà, crémeux. ouais, ouais, ouais. euh, Un côté, alors vert gras, c'est le côté mm, aldéhyde gras, un peu marin, un peu, voilà, qu'on peut retrouver. salé aussi. Salé, ouais. Ça, c'est très dur À reprendre en note de en parfumerie. Ouais. parfumerie, ouais. Je parlais de Côté salé. synesthésie, voilà, c'est toutes les notes sucrées, salées, amères, astringentes, comment les recréer olfactivement? Ben, la seule façon, c'est d'être au plus près
de la vraie odeur du produit. Qu'est-ce que ça change pour vous en tant qu'aromaticien d'avoir pénétré le monde des parfumeurs après tant d'années d'expérience Alors, j'ai toujours eu un attrait pour la parfumerie. J'ai toujours suivi, les nouveautés en parfumerie. Alors, je ne suis pas un parfumeur frustré, hein. J'aime beaucoup ce que je fais, mais voilà, j'ai toujours eu un lien assez proche avec, mes collègues, parfumeurs. On avait la chance de travailler sur les mêmes sites et puis, pour moi, en fait, j'ai l'impression d'avoir tout à créer pour eux, et avec eux. Voilà, c'est, toutes ces notes réalistes, elles étaient pas très utilisées encore en parfumerie. C'était, comme je disais, c'était beaucoup des interprétations et on n'était pas dans le réalisme. Et donc, il y avait peut-être un manque, hein, dans la palette des parfumeurs. Et en fait, il y a tout à créer et c'est ce qui, voilà, partir d'une feuille blanche, c'est ce qui m'intéressait. est-ce qu'on peut imaginer que demain on va se parfumer à la tapenade Alors, ces bases-là, comme je disais, elles peuvent être utilisées à différents niveaux dans un parfum. Elles peuvent être utilisées comme le cœur du parfum. Alors ça, c'est plus, ça va plus être le cas, par exemple, dans les produits par exemple, les gels douche, avec des notes, noix de coco très intenses. Bon, la tapenade, c'était, bon, c'était quelque chose d'original, mais ces notes-là, peuvent être utilisées également en facette. Donc c'est beaucoup le cas en parfumerie fine, où là on veut pas un parfum, à la noix de coco brute, stricto sensu? Ouais. voilà, mais on veut peut-être, des notes boisées, des notes ambrées et une petite facette, noix de coco. Et donc là, la liberté est vraiment grande. Le parfumeur a toute liberté d'utiliser toutes les notes qu'il veut. Des notes olives dans les parfums en parfumerie fine, ça existe. Il y a déjà eu des parfums qui contenaient ces notes-là. C'est un travail proactif. Si le parfumeur veut utiliser telle que la base dans son parfum, si c'est harmonieux, si, le dosage, si la législation, tout coïncide, il va utiliser la base telle que. Dans la mouvance aujourd'hui de choses très naturelles, de choses un peu bio, vous avez parlé tout à l'heure justement des recherches que fait Givaudan pour avoir des matières premières biodégradables. Est-ce que ça a un impact aussi sur les modes? Le fait de faire appel pour un parfumeur, de faire appel à un aromaticien, est-ce que c'est pas aussi une façon de se rapprocher d'une naturalité qu'ils ont un peu perdue et que la clientèle aimerait retrouver? Alors quand on parle de naturalité, il y a 2 niveaux. Il y a le côté, réaliste qu'on va dire: «Ah, ça fait naturel» et il y a le côté législatif. Voilà, où on va utiliser des matières premières naturelles. Naturel. Et en fait, les aromaticiens, on a un petit peu d'avance par rapport aux parfumeurs parce que ça fait 20 ans pratiquement qu'on utilise de plus en plus des matières premières naturelles. Et en fait, notre palette, quand je disais qu'on avait 3000 matières premières, c'est parce qu'on a de plus en plus de matières premières naturelles en aromatique. Et Quand vous dites matières premières naturelles, ce sont des matières premières qui ne sont pas synthétiques, ce ne sont pas des molécules exactement, synthétiques. exactement. C'est soit des C'est extraits, soit des isolats, c'est-à-dire des parties d'extraits. C'est pour ça que je vous disais qu'on a à peu près une centaine d'oranges, en aromatique. Et ça peut être aussi des molécules obtenues par, biotechnologie. Par exemple, l'exemple le plus connu, c'est l'acide acétique. En fait, l'acide acétique, c'est le vinaigre. Voilà, donc les micro-organismes vont travailler d'abord sur le sucre, ensuite sur l'alcool, pour créer l'acide acétique. Et donc, on va extraire cet acide acétique. Cet acide acétique est utilisé, par exemple, en aromatique. Donc ça, c'est un exemple. On a de nombreuses matières premières qui ressemblent, aux matières premières issues de synthèse, mais qui sont naturelles parce que ce sont des micro-organismes qui ont fait le travail, donc de façon naturelle. Et maintenant, cette palette, on l'utilise également en parfumerie de plus en plus. D'un autre côté, on va aussi également essayer d'utiliser tous les résidus d'extraction. Par exemple, en parfumerie, donc on a un extrait de pomme et un extrait de pêche qui sont issus de la transformation de résidus d'extraction de pommes ou de pêche. On va, adjoindre des enzymes ou des micro-organismes qui vont transformer un peu travaillées. voilà, travailler, transformer un peu ces résidus et on va faire une nouvelle extraction. Donc en fait, c'est utiliser au maximum, l'extraction jusqu'à le point final où on n'a plus rien à extraire. Et donc ces matières premières, on va les concentrer et elles sont utilisées en arôme et en parfumerie. J'aimerais avoir un peu votre avis, vous, en tant qu'aromaticien, maintenant que vous êtes plongé, ça fait combien de temps 3 ans maintenant. 3 ans, que vous êtes quand même plongé beaucoup dans le monde de la parfumerie.
Est-ce que est-ce que vous sentez différemment? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une appréhension olfactive du monde différente d'avant? Alors totalement parce qu'en fait j'apprécie beaucoup plus les parfums parce que je les connais mieux, parce que je vois mieux, je comprends mieux ce que le parfumeur a voulu, créer. L'histoire de son parfum, voilà, le storytelling est très important en parfumerie. Je me laisse plus, comment dire? Mener par le bout du nez, qu'avant où c'était, j'aime pas. Mon analyse n'était pas aussi complexe. Je comprends mieux le travail du parfumeur et je comprends mieux aussi la difficulté d'être parfumeur. Je suis peut-être un peu dur dans mes critiques quand je critique un parfum, mais comme je travaille, mes clients, ce sont en fait les parfumeurs. Je peux vous dire qu'ils ils sont pas très, enfin, ils Très sont assez tendre. très tendres avec moi. Ils sont assez difficiles, et ce qui est bien parce que Ils sont très ça m'amène à aller voilà, à être encore plus réaliste et encore plus À pousser encore plus loin la voilà, réflexion ouais, justement sur la. exactement. Est-ce qu'il y a eu un moment donné dans, votre expérience, qu'elle soit, là, les 3 ans avec un parfumeur ou même avant, précédemment ou même enfant? Pour vous, par exemple, on parle des notes gourmandes comme étant, très régressives parce qu'elles nous rappellent, alors c'est la Madeleine de Proust, hein, elles nous rappellent les bonbons de notre enfance. Quel Alors, enfin, étonnamment, c'est pas sur l'alimentaire, en fait, que des souvenirs. Moi, c'est plus des souvenirs de bois. Moi, j'ai grandi à Vincennes, donc moi, quand je vais au bois de Vincennes, je retrouve les odeurs de mon enfance. C'est assez, bizarre. Quand je suis au bois de Boulogne, j'ai pas la même notion. Alors, je sais pas pourquoi, c'est peut-être les espèces d'arbres qui sont Les essences ne différentes, sont pas les les mêmes? essences, voilà. Et donc, voilà, c'est plus, des souvenirs de ce type, pas trop alimentaire. J'ai peut-être usé ce côté-là jusqu'à la corde. Je sais pas, le côté, souvenir alimentaire, en étant aromaticien. Quand on analyse, on perd peut-être un peu de magie, quoi. Mmh. Mais, c'est vrai que des odeurs d'enfance, plus, mon environnement. Ça va plus être des bois, ça va plus être l'odeur du printemps, par exemple. Voilà, quand le printemps arrive, ben, voilà, les odeurs de fleurs. Alors que j'en étais pas conscient plus À jeune, l'époque? à l'époque, mais de ressentir ça me fait me souvenir, voilà, de mon enfance. En fait, vous étiez un parfumeur caché, chez un aromaticien. Ouais, non, je sais pas, j'ose pas le dire. C'est moi Non, qui non, le je crois dis. pas, je crois pas, mais c'est plus, oui, l'aspect olfactif. J'ai toujours été, aux aguets, un petit peu des odeurs dans la rue, enfin, surtout quand j'ai commencé les IPCA, le sens olfactif s'est vraiment développé à ce Mmh. moment-là, ouais. Est-ce qu'il y a une odeur chez les parfumeurs que vous enviez et que vous n'avez pas en tant qu'aromaticien? Alors, il y a une matière première que j'adore, comme beaucoup de monde, hein, c'est l'ambroxan. Mmh. Alors l'ambroxan, c'est une matière première, il faut la décrire un petit Ouais. peu quand même En fait, c'est pour nos la auditeurs, matière les première pauvres. principale de l'ambre gris, donc qu'on a pu synthétiser. Donc Et l'ambre gris qui était une sécrétion de cachalot qu'on n'utilise pas, enfin ou très rarement parce que c'est quand qu'on même, n'utilise plus, ouais, on qu'on n'utilise n'utilise plus. plus C'est parce une qu'il y a matière plus, animale, il y a plus de il cachalot, y a plus de cachalot, exactement. Puis c'est très cher et mmh, et c'est c'est plus pas un fiable. fixateur. Pas très intense. C'est Mmh. plus, voilà, un fixateur. Ça va avoir un effet dans le parfum, mais ça va pas se sentir en tant que tel. Alors que l'ambroxan, Mmh. maintenant, on arrive à des doses d'ambroxan dans certains parfums jusqu'à 20%. Mmh. Et donc, voilà, c'est une odeur. En fait, je crois elle est aimée de tout le monde, quoi. Cette odeur, c'est l'une des matières premières les plus utilisées en parfumerie. Alors, c'est une note de fond, ça va fixer le parfum, mais ça va aussi avoir une odeur assez suave, un peu de tabac, un peu de violette, un peu boisé. Il y a énormément de facettes, hein. J'ai découvert, quand j'étais aromaticien, qu'on l'utilisait, alors pas dans les arômes, mais dans les tabacs. Et souvent, quand vous ouvrez un paquet de cigarettes, si vous sentez, vous avez cette note ambroxan qui est très caractéristique. Alors après toutes ces discussions très addictives entre l'alcool, la cigarette et les bonbons, je voulais vous remercier. Merci Arnaud, vous nous avez ouvert le monde de l'aromatique et par rapport au parfum. Je trouve que c'est hyper stimulant. Merci beaucoup, en tout cas, de votre accueil et puis de m'avoir permis de participer à ce podcast. Merci. Merci très chers auditeurs pour votre écoute attentive. Et pour le prochain podcast, on se retrouve dans un mois avec un parfumeur grassois. À très bientôt.